y a plus de 20 ans d'existence depuis sa création, l'émission Télésanté que produit M. Michel Kiapamen est allé à la rencontre des autres compatriotes vivant à l'étranger pour recueillir leur point de vue sur un bon nombre de sujets, parmi lesquels la couverture santé universelle. Ces médecins congolais viennent régulièrement au pays pour échanger avec les collègues restés au pays, opérer des interventions chirurgicales, discuter avec les apprenants, participer au rétablissement des outils médicaux dans notre pays. L'équipe de production de l'émission Télésanté, Médecine d'ici et d'ailleurs, et le médecin congolais se sont fixés un rendez-vous en Belgique, précisément à Odergen, à Bruxelles, dans la maison du Club Congo, acheté sur fonds propres des Congolais pour les rencontres des Congolais. Suivez cet entretien. Nous voici encore aujourd'hui pour parler de la santé. La santé, nous allons parler avec le médecin congolais vivant à l'étranger, en Europe, plus précisément en Belgique et en France. Nous avons sur ce plateau le médecin que vous avez ces derniers temps l'habitude de suivre. Il s'agit du docteur Zinga qui est avec nous. Nous avons Madame Violette Tatete et le docteur Tatete Benjamin. Nous avons docteur Didier Jakembo. Nous avons aussi docteur Zamouche Jean-Robert. Alors avec ces docteurs, nous allons essayer un peu de réfléchir. Réfléchir par rapport à notre pays, réfléchir dans ce secteur de santé. Alors pour mieux comprendre ce que chacun de fait au niveau de l'Europe, chacun dans son institution hospitalière, nous souhaitons ainsi que chacun puisse dire ce qu'il fait et l'hôpital où il est en train de prester. Docteur, vous avez la parole. Oui, donc moi je suis docteur Zinga Enrico, d'origine congolaise. Je travaille à Charleroi, au Grand Hôpital de Charleroi, qui est un hôpital qui possède, je dirais, 4 bâtiments. Sur une journée, je dirais, normale d'anesthésie, parce que je suis anesthésiste, réanimateur, je travaille au bloc opératoire. Sur une journée normale, on arrive plus ou moins entre 85 et 110, 120 patients, avec à peu près 25 salles d'opération, plus des postes extérieurs, 4 à 5 postes de gastro-entérologie, on fait de l'endoscopie, et d'autres postes où on fait des sédations. Donc on a une activité qui est très, très conséquente. Voilà. Ok, Madame Violette. Moi, je suis Madame Violette Tatete, je suis infirmière indépendante. Je fais ici le soin à domicile. Ça veut dire que je soigne des patients chez eux à la maison. En même temps, je suis assistante en chirurgie minimale invasive, donc j'assiste le docteur Tatete à l'hôpital Chirec. Donc quand il travaille en privé, donc je l'assiste. Voilà, c'est un peu ça. Et je suis la responsable de l'hôpital TVC médical à Kinshasa. Merci, Madame. Docteur Benjamin. Oui, merci. Moi, c'est Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue. Je suis indépendant ici parce que je ne suis pas vraiment attaché à un hôpital. Mais l'hôpital où j'exerce le plus, c'est le groupe Jolimont, qui a 6 hôpitaux et polycliniques. Et aussi, je pratique une activité à Bruxelles, le groupe Chirec à la Basilique, et évidemment à Kinshasa, à TVC. Merci, docteur Jean-Robert. Bonjour, je suis docteur Zamouche Jean-Robert. Je suis chirurgien général et viscéral au CHU de Lille. Je suis responsable de la chirurgie de l'urgence. Le CHU de Lille a la particularité d'être un trauma center de niveau 1, c'est-à-dire que nous avons toutes les spécialités chirurgicales qui sont sur place 24 heures sur 24, avec un plateau technique de radio et de radioembolisation sur place et de la neurochirurgie. Le CHL de Lille est un ensemble d'hôpitaux où l'hôpital dans lequel je travaille, c'est l'hôpital Roger Salengro, qui est destiné aux urgences, mais aussi un hôpital qui est destiné à Mère Enfant, Jeanne de Flandre, hôpital qui est destiné au cœur-poumon, ICP, et à la gastro-entérologie et la pathologie chirurgicale abdominale élective, l'hôpital de Lille. Voilà, c'est un groupe d'hôpitaux plutôt, et moi je suis
aux urgences chirurgicales à l'hôpital Saran. Merci, docteur Jean-Robert. Oui, docteur Didier. Bonjour, je suis le docteur Jacqueline Beauchamp-Didier. Je suis anesthésiste réanimateur au centre hospitalier d'urologie Picarde à Tournai, en Belgique. J'ai une compétence en anesthésie loco-régionale éco-guidée ainsi qu'en soins intensifs. Je participe notamment à la formation des assistants, aussi bien en anesthésie qu'aux soins intensifs. J'ai la chance de pouvoir être coordinateur local de dons d'organes également dans notre hôpital. Oui, en ces temps où la République démocratique du Congo est en train de réfléchir pour voir comment on peut organiser la couverture universelle pour permettre à tous les Congolais d'accéder facilement aux soins, nous avons aussi pensé au cours de cette émission que nous appelons aujourd'hui Table Ronde, essayer un peu de réfléchir. Alors, docteur Zinga, pouvez-vous nous dire un peu l'historique ou donner une idée sur les origines, si vous voulez, de cette couverture universelle? Oui, donc les couvertures universelles ont commencé ici en Occident, bien avant, c'est dans les années 1860, etc. C'était ce qu'on peut encore voir, ce qui se fait chez nous. C'était des sociétés, les gens travaillaient dans des sociétés et ces sociétés étaient affiliées à des hôpitaux et le personnel pouvait se faire soigner. Ça a bien marché pendant tout un temps et puis après il y a eu plusieurs guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout est détruit, c'est la crise, il n'y a pas de travail, il y a plein de chômeurs, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent. Et à ce moment-là, il faut faire quelque chose pour la santé. Et les mutuelles ont pris vraiment de l'essor à partir, je dirais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils avaient très très peu de moyens, donc les cotisations étaient très faibles, mais ça a permis vraiment d'évoluer, d'avoir une couverture et de permettre aux gens, même qui sont les plus démunis, de pouvoir accéder aux soins de base. Donc, pour le pays, je pense que beaucoup de gens pensent aussi à ça, aux mutuelles, hein, tout le monde en parle, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'esprit des gens. Les assurances ont été libéralisées, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut encourager le gouvernement de permettre que les choses se fassent dans cette direction-là, parce que si les gens ont une couverture médicale, les gens vont se faire beaucoup plus traiter, les médecins vont être payés et on va rentrer dans un système où finalement les médecins auront du travail, parce que ça aussi c'est un problème. Pour avoir de l'expertise, il faut faire beaucoup de cas, les médecins auront du travail et les gens seront satisfaits parce qu'ils seront soignés par des gens qui sont experts et qui ont les moyens. C'est les moyens qui manquent et ces moyens peuvent arriver, mais avec l'aide des assurances. Justement. Mais quels sont les garde-fous que nous pouvons déjà avoir, si on peut déjà avoir une idée, pour que cela ne puisse pas arriver afin que ces projets soient réels? Parce que les Congolais ne sont pas habitués à cotiser pour bénéficier de ces soins. Alors ça ne sera pas aussi facile, même si les projets là. Alors quelles sont les mesures, les garde-fous par rapport à ces... Je pense que d'abord il faut sensibiliser la population, il faut sensibiliser les gens. C'est vrai qu'on n'est pas malade et on nous demande de payer quelque chose. Il ne faut pas que ce soit excessif, il faut qu'il y ait un contrôle. L'avantage qu'on a, c'est la masse. On peut imaginer, on peut faire un calcul que tout le monde aussi a déjà fait. On dit, voilà, Kinshasa, c'est combien d'habitants? 10 millions, si pas plus. Supposons que 2 millions mettent $1 par mois. Ça fait 2 millions de dollars par mois pour une société d'assurance qui va permettre finalement d'avoir des soins. On n'est pas malade tous les mois, donc on peut mettre, ça va servir à ceux qui sont malades, etc. Et il faut surtout faire des campagnes de sensibilisation pour y arriver, pour changer un peu les mentalités dans ce sens-là. C'est pas évident de pouvoir se dire, je ne suis pas malade, mais je dois quand même payer. Mais le jour où je vais à l'hôpital et que tout est pris en charge, ce jour-là, on est content. Oui, Madame Tatete, vous êtes déjà de temps en temps, vous retournez aussi au pays. Et vous venez de mettre sur pied un centre médical. Et est-ce qu'il y a possibilité, d'abord, quels sont les mobiles qui vous ont poussé à mettre ça sur le terrain, et les motivations? Et je voulais aussi savoir, est-ce possible qu'à partir de votre centre, que vous puissiez aussi organiser déjà
des mutuelles de santé qui déjà cotisent pour bénéficier des soins. D'abord, les motifs qui vous a poussé à mettre sur pied cet hôpital. Merci pour la question. Donc, les motivations partent parce que, d'abord, ce n'est pas mon projet, hein, c'était le projet du docteur Tatété. C'était dans le but, d'abord, de donner des soins de qualité à la population congolaise. Parce que le docteur, avant, il opérait dans des hôpitaux où les malades qui sont atteints des pathologies qui soignent, donc l'insuffisance veineuse, après l'intervention, étaient laissés à eux-mêmes. On ne voyait pas vraiment l'efficacité du traitement. Donc, c'est ça qui nous a vraiment motivés de venir compléter les traitements qui se faisaient déjà à Kinshasa par la chirurgie. Donc, apporter cette médecine de qualité et puis la formation du personnel soignant. À chaque mission, on essaie de former, on ramène des collègues de la Belgique ou d'ailleurs pour des formations. Et puis aussi, c'est pour donner du travail, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, et Enrico vient de le dire, pour faire fonctionner les mutualités, il faut que les gens cotisent. Et si on est chômeur et qu'on vit en dessous de 1 dollar par jour, on ne sait pas cotiser ces 1 dollar. Et si on crée de l'emploi à Kinshasa, si plusieurs collègues ou plusieurs personnes qui sont ici dans la diaspora créent de l'emploi, on aura plus de gens qui vont cotiser. Donc la mutualité de santé peut être possible à court terme. Donc voilà, ce sont des motivations qui nous ont vraiment poussé à revenir et à créer cet hôpital. Et alors, par rapport à... Est-il possible que les gens puissent cotiser pour bénéficier? Tout à fait. Donc c'est vrai, pour le moment on y pense. Mais je pense que créer une mutualité de santé, c'est plus complexe. Parce qu'il y a la loi de la demande, il y a de l'offre et de la demande et tout. Il y a plein de choses qui vont se mettre. Parce que c'est vrai, ici, on est habitué, même si on n'a pas d'argent, on est malade, on va à l'hôpital, on s'est fait soigner. La médecine est différente. La pratique de la médecine est vraiment différente de ce qui s'est fait ici, en Europe, et ce qui s'est fait au Congo. Pour le moment, je ne veux pas dire qu'on le fait déjà, mais j'ai déjà eu des contacts de personnes ici qui me proposent de payer 20 dollars pour les membres des familles. Pour le moment, je ne les fais pas, mais je suis vraiment favorable à ça parce que c'est ça qui va nous permettre aussi, nous, en tant que société, en tant qu'ONG, d'avoir de l'argent pour pouvoir payer nos employés tous les mois. Donc c'est une valeur sûre par rapport à ça. Ok, docteur Tatété, toujours, c'est possible que le gouvernement puisse mettre sur pied ces mutuelles de santé. Est-ce que par rapport à la population, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les commentaires que vous avez là-dessus? Je l'espère, de tout mon cœur, que ça puisse un jour aboutir, mais en étant réaliste et cartésien, je sais que ça ne va pas aboutir avant 20 ans. Dans un pays, même d'Afrique, on a des exemples de pays d'Afrique qui l'ont essayé et en 20 ans, ils ont un semblant de couverture santé universelle qui déjà permet de poser un diagnostic, faire de la médecine préventive, mais la médecine curative, ça c'est pas possible. Parce que même nous qui sommes tous ici, on s'est présenté tous les métiers qu'on fait, certains d'entre nous travaillant en libéral, donc en Europe, il y a quasi une guéguerre, un divorce entre les mutualités et les médecins. Parce que, en fait, les mutualités ne veulent plus payer la médecine. Donc, ce qui fait qu'ils veulent que les médecins travaillent quasiment gratuitement, en nous rappelant que oui, vous avez prêté serment d'Hippocrate, mais on sait que pour faire de la bonne médecine, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire cette obligation de moyens, il faut les moyens. Et les moyens, on n'en a pas au Congo. Donc je pense que c'est très bien de penser à ce projet-là, mais je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites les années d'avant, les gouvernements d'avant, où on a estimé qu'il fallait minimum 50 dollars par Congolais sur 80 millions d'habitants. On arrive à des chiffres de plus de 5 milliards. Et quel est le budget du Congo? C'est de 11 milliards maintenant, heureusement, mais à combien ils vont mettre pour la santé? Donc je pense qu'on peut continuer à réfléchir et on sera toujours devant le même problème parce que ça, c'est pas nous, hein, c'est vous les journalistes et les hommes politiques de faire comprendre à la population qu'un Congolais qui n'est pas malade, il ne va pas mettre de l'argent de côté, il va penser d'abord à raison.
de payer les études de ses enfants, a raison de manger avant de penser à la santé. La santé, aujourd'hui, au Congo, depuis une vingtaine d'années, c'est juste au moment où on est malade qu'on vient, on ne fait pas de la prévention. Les gens arrivent toujours trop tard parce qu'ils essaient de passer dans les fameux ligablos médicaux qui, j'espère, vous ferez une émission pour dire qu'il faut tous les fermer. Ça, c'est la première chose à faire. Et espérons qu'on va continuer à réfléchir, mais nous, en tant que praticiens, on a besoin que quand on pose un diagnostic, qu'on ne se sente pas démunis. On a envie de faire un scanner, mais on sait très bien que la personne n'a même pas le moyen de faire une radio. Donc on sait que sans ce scanner, on ne sait pas l'aider. Mais même demain, si on a une couverture santé universelle au Congo, les scanners vont exploser. Ça sera quoi, $150, $200? Voilà, je crois que... voilà, je n'ai pas envie de casser un peu, mais je veux juste être un peu réaliste en disant peut-être dans 20 ans, mais pour l'instant, on va continuer à réfléchir et arrêter de rêver. Est-ce que c'est la même lecture pour le docteur Jean-Robert? Disons que la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile, mais nous ne devons pas baisser les bras. Je suis un optimiste de nature aussi. Donc disons que les mentalités, c'est très important de travailler sur les mentalités, et ça à travers les médias, à travers les sensibilisations, à travers les églises, donc tous ces moyens, on peut toucher la masse. Peut-être faire des prélèvements obligatoires chez les personnes qui sont employées, qui sont salariées, à la base, à la source. Et je pense qu'en fait, au fil de l'eau, il y aura, j'espère, un effet boule de neige qui fera que finalement, ça ne se fera peut-être pas en un jour, mais je pense qu'il y a possibilité en effet via, nous les Congolais, on sait où on peut sensibiliser. Et tous ces endroits-là de sensibilisation, tous ces endroits de masse, je pense qu'il va falloir les exploiter. Il faudra presque une stratégie de sensibilisation et un audit pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est la même chose aussi pour le docteur Didier. Il faut réfléchir, il faut attendre, il y a des optimistes et tout ça. Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets, les mutuelles de santé? Personnellement, je rejoins les deux avis, aussi bien celui du docteur Zamouché que du docteur Katete. Je pense qu'on peut y arriver, et j'espère à court terme, et qu'il faut continuer à y croire. Parce que sans ça, on ne pourra pas évoluer dans notre cher pays, parce que la population est assez grande que pour pouvoir cotiser un peu pour que tout le monde puisse adhérer à cette solidarité. Alors, docteur Didier, vous avez presque tous dans les grands hôpitaux ici. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à retourner chaque fois au pays pour partager votre expérience, faire des échanges avec d'autres médecins, pourquoi pas au niveau des universités, avec des institutions qui évoluent dans votre secteur? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Je pense qu'il y a deux choses, il y a deux points. Il y a le problème administratif, où rien que, si je prends le premier exemple, notre inscription à l'ordre des médecins qui n'est toujours pas en ordre, on est confronté à beaucoup de problèmes à ce niveau-là. On ne nous permet pas de nous inscrire à l'ordre des médecins convenablement. Le deuxième problème, c'est on aimerait, je crois au nom de tous, participer à l'enseignement et à la formation de nos futurs confrères. Et ça, on ne nous permet pas toujours très facilement d'accéder à ces postes-là. Moi, si je dois parler à mon nom personnel, j'ai postulé, par exemple, à l'UNIKIN, où j'aimerais bien participer ou être chargé de cours. Et jusqu'à présent, ça va bientôt faire 5 ans, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je vais souvent à Kinshasa, je donne des formations en petits groupes, mais participer à l'enseignement général, on ne me permet pas d'y aller. Voilà une des choses que j'aimerais faire pour le Congo, mais qu'on ne me permet pas de faire au Congo. Oui, là c'est le docteur Didier. Docteur Jean-Robert, vous aussi vous avez les mêmes difficultés. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous évoluez aussi à l'université. Pourquoi n'arrivez-vous pas à partager votre expérience avec ceux qui sont restés au pays? Donc je rejoins en fait mon collègue par rapport à l'ordre des médecins. Je pense qu'en fait il faut savoir qu'il y a énormément de capacités, de spécialistes congolais de par le monde qui sont en plus qui ont des postes à grande responsabilité. Et je pense qu'il faut vraiment encourager
ces personnes à revenir, et une des manières de les encourager, ce serait de les aider dans l'octroi de numéro d'ordre des médecins. Parce que finalement, nous avons presque les mêmes difficultés pour avoir un numéro d'ordre de médecin qu'un étranger non natif du Congo. C'est pas normal, parce qu'il y a cette fibre-là patriotique qui nous habite et qui devrait bénéficier finalement au Congo. Donc je pense que sur ce point de vue, je rejoins mon collègue. Alors, nous participons à l'AFMED, comme vous êtes au courant, donc ce congrès annuel des anciens de la faculté de médecine, ce qui nous permet quand même de pouvoir dispenser un certain enseignement, participer à des ateliers, faire des actions concrètes, mais ponctuelles. On a le potentiel de faire encore beaucoup plus, en tout cas d'établir plus dans ces échanges avec nos confrères sur place. Et en tout cas, d'un point de vue administratif, ça, ce serait important qu'on puisse nous faciliter la tâche. À l'université, je suis responsable d'interne. J'ai un programme en 3A qui se décline en apprentissage, accompagnement, accomplissement. Et ce genre de programme, c'est ce genre de programme que j'aimerais bien pouvoir instaurer à Kinshasa pour pouvoir aider nos jeunes assistants à avancer. Voilà, c'est un exemple. Docteur Benjamin, s'il y a des résistances auprès du docteur Jean-Robert et Didier, je pense que chez vous ça passe bien parce que vous avez mis en place votre centre. Je pense que vous n'avez pas de difficultés, vous avez des facilités. C'est ce qui vous a poussé à retourner au pays. J'aurais bien aimé partager de nouveau votre optimisme, mais malheureusement, c'est pas vrai. Et comme le jour s'y prête, aujourd'hui on célèbre un jour mémorable dans notre pays, le départ de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui réclamait dans les années 50 que si les Belges ne nous donnaient pas l'indépendance, notre liberté, on aurait dû aller la chercher. En fait, moi je suis retourné au pays, j'ai un peu forcé mon destin parce que j'étais un peu découragé par mes collègues. Et puis il faut aussi dire que j'aimerais un peu revenir en disant qu'ils sont tellement modestes, le docteur Djekembo et le docteur Nzamouis. Le docteur Djekembo, Chouapu, il est là, il forme des futurs médecins. Il forme des médecins dont certains sont même des Congolais. Donc il est là quand il est, vous avez vu, quand il travaille aux soins intensifs, il maintient la vie des gens, c'est quelqu'un, et c'est son tout, c'est le docteur Nzamouis, je dis. C'est un professeur qui a défendu, donc c'est un professeur dans une université française, de l'Académie française de médecine, et c'est quelqu'un au Congo, voilà, ça ne devrait pas poser de problème pour qu'il soit aussi accepté dans le corps professoral, surtout en médecine. C'est-à-dire qu'il ne doit pas quémander pour venir donner cours. C'est quelqu'un qui devrait être invité parce que il fait partie, quoi. J'ai presque envie de dire, c'est que il est au-dessus par rapport à certains professeurs qui sont au Congo, parce que l'université de Lille est une université qui est parmi les 30 meilleures universités du monde, contrairement à la nôtre, qu'on veut qu'elle vienne un peu rejoindre. Donc je pense que là, il faut que l'enseignement universitaire congolais, quand il détecte ce genre de tête, doivent en profiter. Et en plus, c'est quelqu'un aussi de très modeste qui vient régulièrement depuis des années, parce qu'il est né dans la médecine. Il a un nom de médecine, et par nous, notre serment d'Hippocrate, c'est le fils d'un médecin, d'un professeur congolais, donc ça devrait être beaucoup plus facile d'avoir le tremplin pour former Mekeneni. Donc je crois que ça, ce sont des réalités que probablement, j'espère que les autorités universitaires devraient être interpellées quand même sur ça, parce que on pourrait rester ici, gagner nos vies et revenir de temps en temps en vacances au pays, mais on refuse, on préfère venir. C'est pour cela que moi, je suis revenu grâce au docteur Djekembo en 2015, qui lui venait déjà aussi, parce que c'est aussi un fils de médecin, tous des fils de professeurs. Donc ils sont nés dans la médecine, il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes, parce que ce que tu fais, au Congo, il n'y a personne qui le fait. Et bien, alors, quand je suis parti, l'AFMED nous a vraiment fait une plateforme, et on s'est battu, le numéro d'ordre, lui, il a été obtenu. Bon, je remercie les personnes qui ont permis, mais c'était pas vraiment facile. Et le fait de repartir régulièrement n'est pas facile non plus. Et je me permets parce que ça fait depuis 3 ans que j'y vais, et si je pouvais avoir des confrères plus compétents que moi dans d'autres domaines qui pouvaient venir facilement avoir leur numéro, ça serait encore meilleur pour notre population. Je pense que
on est Congolais, on ne va pas s'arrêter, on va suivre Patrice Emery Lumumba, il faut aller chercher notre droit d'exercer la médecine au Congo. Je ne vois pas pourquoi est-ce que certains d'entre nous, on est de l'UNIKIN avant de venir en Europe. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va nous refuser et donner nous mettre dans les mêmes démarches que ceux qui viennent d'autres pays et qui viennent juste pour se faire de l'argent. Nous, on vient pour former et aider la population. Donc, on continuera, si vous nous donnez la tribune, à s'exprimer et à demander à ce que, voilà. Alors, je remercie quand même, parce que moi j'ai eu personnellement le contact et l'invitation du professeur Jean-Marie Kayembe, et qui m'a tendu la main. Et voilà, je pense que je vais peut-être aussi faire qu'ils tendent la main aux autres professeurs qui sont là pour qu'on rapporte un nouveau souffle à notre faculté de médecine, ou bien d'autres facultés de médecine au Congo, pas seulement de l'UNIKIN. Mais sur le plan administratif, est-ce qu'il vous arrive aussi des difficultés quand vous avez déplacé vos appareils, tout ça? Oui, le problème c'est que j'aimerais peut-être un jour que Télé Santé fasse une émission pour nous expliquer comment la médecine est répartie au Congo. En fait, quand on a été pour TVC médical, on est directement parti au ministère de la Santé, en disant c'est le ministère. Mais le problème, c'est qu'au Congo, ce sont les ministères régionaux qui ont compétence sur les centres médicaux. Donc, c'est-à-dire c'est le ministre régional de Kinshasa, ministre provincial, voilà, qui a autorité. Bref, il y a de la paperasse. C'est pour ça que nous, lors d'un colloque de Dr Makutano qu'on avait fait au mois de septembre passé, nous avons proposé quand même qu'on imagine, comme ça a été imaginé pour les entreprises, qu'on crée une sorte de guichet spécial de santé pour qu'on y aille, qu'on présente un projet, que puisse y avoir des experts qui nous orientent où aller pour avoir quelle autorisation. Parce que quand vous avez l'autorisation du ministère de la Santé, le contrôleur, l'inspecteur du ministère provincial vient et vous dit non, c'est moi qui aurais dû vous la donner. Ah, alors c'est bizarre. Donc en fait, ils sont en train de se marcher sur les pieds, alors que si vous regardez d'après la législation, l'un a raison, l'autre a tort, bref, on ne sait pas très bien. Et ce qui fait que, d'où les fameuses tracasseries, parce que chacun a raison et chacun a tort aussi. Alors malheureusement, entre-temps, au Congo, quand ces inspecteurs viennent et qui vous interrogent sur ce genre de choses, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et c'est une perte d'énergie, ce qui fait que je comprends certains confrères qui n'ont pas le courage de venir créer des centres. Nous, on a créé un centre de vasculaire, mais il y en a qui vont créer des centres, par exemple, comme vous entendez le professeur Jamous qui dit, il est responsable des urgences, de trauma des urgences, c'est-à-dire, or on sait qu'à Kinshasa, les traumatismes, il y en a tous les jours. Si on pouvait créer un centre pareil, même au sein d'un hôpital universitaire, mais c'est déjà une plus-value énorme pour notre pays. Les gens vont faire, comme dans les années 70, venir à Kinshasa pour se faire soigner de l'Afrique centrale. Et voilà, je crois que c'est difficile et nous allons continuer à aller frapper à des portes et à passer par des journalistes qui connaissaient un peu toutes ces autorités-là, et on n'a pas besoin qu'ils nous aident sur le plan financier. On veut juste qu'ils nous disent où aller, quoi faire, quels documents remplir pour avoir des autorisations. Ok, Madame Tapete, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que la population a compris vraiment, réellement l'intérêt de ces centres que vous avez mis sur terre? Écoutez, avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais quand même donner mon opinion, un peu ma pensée par rapport à ce que les trois médecins viennent de parler concernant les retours, la formation, les difficultés et tout. Moi, je pense que les confrères médecins ou infirmiers, peu importe, le corps médical au Congo doit vraiment réfléchir. On doit réfléchir ensemble parce que la santé des patients est primordiale. La médecine évolue. Même ici en Europe, tous les ans, après 2 ans, 3 ans, on va vous dire non, telle procédure, il ne faut plus, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des gens qui réfléchissent. Restez branchés sur ce même programme pour suivre la deuxième partie de cette émission.
Soutenons nos médecins pour leur réintégration dans la communauté médicale congolaise.